Bonjour Monsieur Gilles Boeuf. Bonjour. Vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes le parrain de la sixième édition du Salon de l'écologie, ayant pour thème cette année les grandes expéditions naturalistes du XXIe siècle. Nous aimerions savoir dans un premier temps qu'est-ce que la biodiversité et quels sont les enjeux actuels de la biodiversité. Et dans un second temps, nous aimerions que vous parliez un petit peu des grandes expéditions naturalistes et de la nécessité de ces expéditions pour le maintien de la biodiversité à l'échelle mondiale. Alors la biodiversité, vous savez très bien que j'en parle depuis pas mal de temps maintenant, puisque j'ai dédié tout mon enseignement au Collège de France durant l'année scolaire écoulée à la question interaction entre biodiversité et humanité, et que ma leçon inaugurale au collège en décembre 2013, c'était biodiversité de l'océan et la forêt à la cité. Alors, je dirais en préalable que le premier combat des écologues aujourd'hui, c'est d'expliquer à nos concitoyens qu'il faut absolument cesser cette attitude d'avoir l'humain ici et la nature à côté. L'humain est profondément ancré dans cette nature, et je dis souvent, c'est une boutade, mais il y a au moins 10 fois plus de bactéries dans et sur un corps humain que de cellules humaines. Donc, ce qui montre que nous-mêmes, chaque corps humain, je le dis souvent, est une ode à la diversité biologique en fait. Donc la biodiversité, pourquoi je suis venu au muséum? En fait, moi, au départ, moi j'étais président du conseil scientifique. Et j'accepte la présidence de l'établissement en 2009 pour trois raisons, enfin, pour une raison liée à trois choses. La raison, c'était que je savais que l'année 2010 allait être consacrée par les Nations Unies à la biodiversité. Donc je me disais, c'était un bon moyen d'exprimer enfin ce dont j'ai envie, en trois points. Un, c'est quoi la biodiversité? On va y revenir. Deux, pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe aujourd'hui? Et trois, je disais souvent, il ne faut surtout pas s'arrêter le 31 décembre 2010. Il y a une femme ici parmi mes interlocuteurs. Vous avez eu droit, mademoiselle, à une année mondiale de la femme. Ça ne servait absolument à rien pour votre statut. Donc je voulais faire beaucoup mieux pour la biodiversité. D'ailleurs, on a obtenu un peu mieux, puisqu'on a obtenu que les Nations Unies classent les 10 ans 2010-2020 dédiés justement à la biodiversité. Alors, c'est quoi la biodiversité? Il faut arrêter aussi de croire que c'est un catalogue ou un inventaire. Aujourd'hui, je vois des images, on montre un beau catalogue avec des beaux crustacés, des oiseaux, des orchidées, des poissons, une liste. C'est pas ça la biodiversité, il faut qu'on arrête d'expliquer ça. Ça, c'est la diversité spécifique. On peut très bien, on va revenir aux expéditions tout à l'heure, dont le but souvent est de faire des inventaires. On arrive dans une série d'écosystèmes, et là, on va investiguer le milieu côtier littoral, la forêt primaire, entre guillemets, les jardins aussi, par exemple, et faire des catalogues ou des inventaires. C'est un point des choses. C'est beaucoup plus intéressant que ça, la biodiversité, qu'un seul catalogue. Je dirais qu'aujourd'hui, la meilleure définition que j'ai pu trouver, c'est tout l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, des micro-organismes jusqu'aux vertébrés, soient effectivement établis entre eux. C'est l'étude des relations qu'ils ont établies entre eux, ces êtres vivants, et avec leur environnement. C'est par exemple là, les bactéries que vous avez dans les cheveux, par exemple, tous les trois là. C'est aussi des acariens dans la moquette de la salle ici à Montpellier. C'est ça la biodiversité. Et en fait, pendant très longtemps, les gens ont confondu biodiversité et nature. C'est pas la même chose. La nature, elle est là depuis que la Terre se forme. Je raconte souvent qu'on a ici, pour un des plus beaux objets du muséum à Paris, c'est la météorite d'Orgueil, qui est un fragment en fait de chondrite tombé dans un jardin dans le Gers à la fin du XIXe siècle. Et là, la chance, elle est fabuleuse. On l'a ramassé, on l'a mis dans une caisse à oignons, il est arrivé dans un musée, on l'a analysé, et là, ce fragment qu'on a dans la main, il a 4-6 milliards d'années. On le date grâce aux isotopes du chrome, mais il est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Et pendant 4,6 milliards d'années, il s'est baladé uniquement dans le système solaire. Et il tombe dans un champ, on le ramasse et on l'étudie. C'est magique. Quelquefois, il y a des cadeaux des dieux comme ça. Donc c'est de ce genre de choses que va être la biodiversité plus tard. Pendant 700 millions d'années sur cette Terre, vous avez un océan qui se forme, probablement d'origine extraterrestre. Vous avez des tsunamis, des séismes, vous avez des effondrements de terrain, vous avez du vent, vous avez des marées. Et la biodiversité commence quand la première cellule ancestrale, vivante, issue d'une chimie qu'on appelle prébiotique, une chimie qu'il y avait avant le vivant, se clone et se sépare en deux cellules exactement copies de la maman, deux cellules filles copies de la maman. C'est le moment précis où commence la biodiversité.
Donc la définition la plus simple, c'est que la biodiversité, c'est la fraction vivante de la nature. Là, c'est un peu plus clair que simplement faire des catalogues. Donc ces relations entre les êtres vivants, elles sont fondamentales depuis le démarrage. Et cette planète est totalement marquée par le vivant. Je pense que sur la Terre, aujourd'hui, la principale marque de fabrique de la Terre, c'est la vie. Je prends les minéraux qu'on aime beaucoup aussi au muséum, ici dans la géodiversité. On est en train d'arriver là, dans quelques années, peut-être quelques mois, on va arriver à 5000 espèces de minéraux connus sur la Terre. On est à 4980. Eh bien, les 2/3 n'existeraient pas sans le vivant. Ce qui veut dire que la frontière entre le minéral et le vivant est beaucoup plus ténue que ce qu'on croit. Hein. Et nous tous, hein, nous avons biominéralisé des eaux, hein, sinon on ne tiendrait pas debout. Hein. Les squelettes, ce que vous voulez, le squelette du corail, les coquilles du coquillage, par exemple, la coquille des œufs, tout ça est de la biominéralisation faite par une subtile chimie entre l'inerte et le vivant. Donc, cette diversité biologique, elle naît de la géodiversité et elle s'installe. Et bien sûr, dans cet océan ancestral, la spéciation commence. Alors au départ, c'est pas très fort parce que quand on fait du clonage, qu'on ne fait que des filles, je mets 2 guillemets de chaque côté, hein, si on peut appeler une cellule fille, hein, des prokaryotes. Hein. Donc on fait des copies de la maman en permanence, il n'y a pas beaucoup de biodiversité. Et il y aura des grands événements qui vont se passer dans l'océan, qui sont l'apparition de noyaux dans les grosses cellules eucaryotes, qui sont des cellules de l'humain parmi d'autres. Hein. Ça va être aussi la capture de bactéries qui vont s'intégrer dans ces grandes cellules plus grandes qui ont un noyau qu'on va appeler les organites de la cellule, hein, la mitochondrie de Plaste. Ensuite, il va y avoir la pluricellularité, ils vont s'agréger pour faire des tissus, des organes, des organismes. Et enfin, vers 1,5 milliard d'années, l'apparition du sexe, qui au départ, hein, sur une bactérie, c'est pas très branchant, hein, il n'y a pas de filles et de garçons, il y a une rouge, une verte, une A, une B, mais elles font une chose fabuleuse en puissance génétique, c'est qu'elles font un transfert latéral de gènes. Et donc elles acquièrent des compétences particulières pour mieux résister à des changements. Et tout le vivant est lié à ça. Souvent on me dit pourquoi il y a autant de biodiversité. C'est très simple en fait, c'est que vous avez un système, s'il y avait une Terre, la même depuis le début, qui ne change pas, à la limite on pourrait se débrouiller avec quelques espèces. Ce n'est pas du tout la situation. Chaque fois qu'il y a des changements, ça oblige le vivant à réagir à ces changements et donc à faire des espèces nouvelles dans l'océan ou hors de l'océan. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'humain crée des conditions de changement comme jamais. On va voir la COP sur le climat l'an prochain en France. Hein. Ces interactions, dérèglement climatique, biodiversité sont extrêmement intéressantes pour nous, écologues. Et c'est vrai que là, chaque fois que ça change, il faut réagir. Et on voit très bien qu'avec les systèmes d'horloge moléculaire, les grandes spéciations, ce que Gould disait avec Eldredge, sur la théorie des équilibres ponctués, au cours de l'évolution, vous avez des grandes périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et des périodes précises où tout se passe. Et ça se passe pourquoi? Parce que ça a commencé à changer à l'extérieur. Et ça oblige le vivant à réagir. Et la puissance, elle est là. Et en fait, on me dit souvent pourquoi autant de diversité? Simplement parce que quelque part, vous avez la réponse au changement sur une espèce perdue dans une vallée des Andes, de l'Himalaya ou des Alpes, tout simplement. Si je prends l'exemple du nanisme du riz en 2007 en Inde, très grave maladie virale, ça a fait des famines pas possibles, les gens ne peuvent plus manger de riz. Eh bien, on va tester quelque chose comme 6400 variétés de riz pour en trouver une, perdue et oubliée, qui résiste parfaitement au virus. Et cette variété, aujourd'hui, elle fait 100 000 km² de riz en Asie. Vous voyez, c'est ça la réponse, en fait. Surtout, ne détruisons pas cette biodiversité, y compris et surtout au niveau de l'agriculture, bien sûr. Hein. Gardons une grande diversité dans les plans d'intérêt économique. Donc c'est ça, cette diversité, elle est là. Alors pourquoi il faut qu'on s'en préoccupe? C'est pour toutes les raisons que j'évoque ici, ces raisons qui sont effectivement de la maintenir pour que l'humain puisse effectivement vivre en meilleure harmonie avec elle. La biodiversité, c'est le bien-être de l'humain. C'est pour ça que nos critères aujourd'hui actuels économiques qui sont liés à la durée de vie, par exemple, ou également au produit intérieur brut, ne sont plus les critères qui sont valables. Hein, il faut des critères de bien-être. Et les critères de bien-être, chaque fois, incluent bien sûr une grande biodiversité avec nous, autour de nous et dans nous. Et si j'avais 3 écosystèmes à étudier, je prendrais une goutte d'eau de mer, je prendrais un fragment de sol de forêt et je prendrais un intestin humain à la naissance ou après. Avec ça, on peut tout raconter en fait. Hein. C'est pour bien montrer à nos concitoyens qu'on est vraiment dedans, qu'on ne peut pas s'en passer. Et les raisons éthiques, une question essentielle, pourquoi on accepterait en 2 siècles, comme ça, gratuitement, bêtement, stupitement, de faire disparaître la moitié des espèces? C'est une vraie question. Donc c'est toutes ces questions-là qui tournent autour de ceci. Arrêtez d'imaginer la biodiversité comme étant un catalogue ou un nombre d'espèces. C'est beaucoup plus subtil que ça.
Et ces relations établies, elles sont fondamentales. Et un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble d'espèces qui se sont accumulées dans un endroit géographique particulier, qui ont établi ces relations entre elles, ces espèces, et qui font un fonctionnement, en fait, d'un écosystème par rapport à ça peut être un grand fond océanique, les cheveux de mademoiselle ici, hein, ou bien, justement, je lui en veux, ou bien une vallée des Andes, ou ce que vous voulez, ou la lagune de Thau à Montpellier. Hein. C'est tout ça, en fait, le système. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'on la préserve, c'est vital, et largement pour autre chose que les seules raisons économiques, puisque ces écosystèmes ont des fonctions, des fonctionnements, et on sait maintenant que ces fonctions rendent des services à l'humanité. Alors on a beaucoup insisté là-dessus, c'est une approche possible. Hein. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi d'imaginer la nature comme étant un champ d'activité de l'humain avec des ressources qu'il va aller chercher. Le problème, c'est que nous sommes 7 milliards aujourd'hui, demain 9, dans une série d'écosystèmes qui sont de plus en plus dégradés, les sols. On a détruit la moitié des sols agricoles aujourd'hui. J'ai vu des pays en Afrique où il n'a jamais aussi peu plu et il n'y a jamais eu autant d'inondations. Ça paraît absolument incroyable, c'est parce qu'on a détruit par des méthodes agricoles pas du tout adaptées à ces sols tropicaux leur système, et la perméabilité a complètement changé. Idem pour les pêches profondes qui, sur un coup de chalut, à 2000 mètres de profondeur, détruisent en 5 minutes 1000 ans de grandissement d'un écosystème pour débarquer des poissons dont on n'a pas besoin. Vous voyez que c'est tout ça qu'il faut reprendre. Et pour terminer cette introduction générale, je vais venir aux expéditions, je dirais que aujourd'hui, les 4 grandes raisons d'érosion de la biodiversité sont la destruction et la pollution, hein, qui sont souvent connexes. On détruit, on enlève un milieu, on pollue. La seconde raison, c'est la surexploitation. Et les 2 grands exemples, ce sont les pêches en mer, bien sûr, et la forêt tropicale sur les continents, parmi d'autres. Hein. La troisième, qui est plus insidieuse, c'est la dissémination d'espèces partout, dont certaines vont devenir invasives. Et enfin, le dérèglement climatique, hein, qui est très actif aussi sur ces questions particulières. Donc tout ça met bout à bout cette situation actuelle. Et aujourd'hui, il est clair qu'il faut qu'on change notre façon de faire. Tout le monde est d'accord pour changer, en disant oui, ça ne va pas, il faut changer. Comment change-t-on? Alors, pour les grandes expéditions, on refait un petit peu ce qui était lancé au XVIe siècle. Hein. La plus ancienne pièce que l'on ait dans les collections du muséum en herbier date de 1605, hein, donc tout début XVIIe siècle. Et on trouve des textes du muséum d'histoire naturelle au début XIXe qui va encourager les capitaines de vaisseaux, de corvettes, les grands navigateurs à ramener en fait en métropole pour le jardin du roi des plantes, différents échantillons, des colonies entre guillemets, hein, c'était l'époque, ou bien de grandes expéditions de par le monde. Alors des minéraux, des roches, et puis des fossiles, et puis des plantes, et puis des insectes, et puis bien sûr ensuite des invertébrés marins, des poissons, des oiseaux, tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui on est beaucoup plus prudent sur ce genre d'activité. Hein. Dire aux gens ramenez tout ce que vous voyez là-bas, on a vécu les époques invasives depuis. C'est parti de là. Et c'est parti aussi de tout un espèce d'engouement de citoyens. Alors au départ, c'était des militaires, des ecclésiastiques, c'était des gens engagés, des naturalistes passionnés, aventuriers, hein, avant les s'aventuriers. C'était des gens qui partaient de par le monde et qui s'intéressaient à cette nature un peu partout. On voit aussi se disséminer en France les musées d'histoire naturelle régionaux. On voit naître les associations d'intérêt pour la nature, qui plus tard deviendront associations de protection de la nature et qui vont se muter aujourd'hui depuis les années 60 dans le monde associatif, effectivement, de la conservation, de la protection, en fait, de la biodiversité et de l'écologie politique qu'elle va apparaître au début des années 70. Donc tout ça, mis bout à bout, a amené à ces grandes expéditions actuelles où là, on va retrouver un petit peu cette idée du passé, mieux organisée, je dirais en fait, c'est Darwin avec des séquenceurs d'ADN. Hein. On a des thermocycleurs qu'on met sur des bateaux aujourd'hui, hein, on a des Tara Océan par exemple, hein, ou sur des grandes expéditions sur la canopée. On a accès à des zones où auparavant on ne pouvait pas aller, hein, des grands fonds océaniques à 3, 4, 5, 6, 7 km ou plus, hein, des sommets de montagne, la canopée des forêts tropicales. Et là on ramène une infinité en fait d'espèces, hein, de plantes, d'animaux, de champignons, de micro-organismes, hein, et de protozoaires. Et alors, comment les fait-on? On les fait mieux organiser, toujours de façon commune, entre différents pays, entre différents chercheurs de différentes spécialités. Et on va s'intéresser à des zones assez particulières de la planète, parce qu'elles sont encore un peu, dit-on, pristines. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'archipel du Vanuatu, la Guyane, le sud de Madagascar, le Mozambique, le bassin du Congo, Bornéo, ou bien encore, effectivement, certains coins d'Amazonie au Pérou ou en Colombie, qui sont des zones de très grande
production de biomasse et des zones d'énormes quantités d'espèces, hein, avec une diversité spécifique qui est exceptionnelle. Et bien sûr aussi dans l'océan, bien entendu, le fameux triangle d'or du corail entre les Fidji, le nord de la Calédonie et les Philippines, qui sont très riches. Hein. Donc ces systèmes-là sont assez bien la cible de ces grandes expéditions. Or le but c'est de faire de l'information, faire des inventaires et des catalogues, et surtout, d'y passer plusieurs fois. Parce que quand on y passe plusieurs fois, on a une des dynamiques de l'évolution de la diversité biologique. Donc voilà, c'est un petit peu de renouer un peu avec le passé, avec des moyens très modernes aujourd'hui, bien sûr de séquençage, hein, et de remettre de l'information. Puis il y a un côté évident aussi pour faire rêver. Il y a un scientifique, un écologue, moi je crois qu'il doit toujours être extrêmement rigoureux, faire de la très bonne science, mais aussi il doit faire rêver et faire aimer ce qu'il fait pour qu'on partage mieux et que collectivement on arrête de faire confiance à des gens qui nous préparent aujourd'hui un monde assez insoutenable. On parle de grandes expéditions donc, dans les pays étrangers, on va voir donc, dans des pays lointains, mais est-ce qu'on peut aussi parler d'expéditions dans les pays développés et les pays qui sont plus proches de nous? Bien sûr, regardez le nombre d'espèces qu'on décrit chaque année. Depuis 10 ans, ça ne bouge plus beaucoup. Tout, hein, virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux. On a à peu près, je regardais, on a entre 16 000 et 18 000 espèces nouvellement connues par année et décrites. Eh bien, en Europe, c'est 800. Hein, c'est pas du tout négligeable. On trouve 800 nouvelles espèces. Alors, on dit l'Europe, c'est fini, on connaît tout. Ben non, la preuve que non. Hein. Il y a beaucoup d'insectes là-dedans, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que même en Europe, on peut faire des découvertes. Alors, ce qu'on fait aussi beaucoup maintenant sur des inventaires plus exhaustifs, sur des sites emblématiques qui ont été protégés. Je pense à la forêt de la Massane dans les Pyrénées, où là, c'est le plus grand hotspot, le plus grand lieu de diversité en nombre d'espèces en Europe ramené à la surface. À la Massane, on arrive à 6500 espèces vivantes sur 337 hectares. C'est assez fabuleux pour l'Europe. Et on vient de passer la 10 000 espèces au parc du Mercantour, qui est beaucoup plus grand, bien sûr. Hein. Donc, on refait des travaux qui avaient été initiés dans le passé et qu'on reprend de façon plus systématique. Est-ce que c'est une grande expédition? Non. C'est la poursuite de travaux de fond sur une très longue période pour qu'on décrive cette diversité qu'on a en place aujourd'hui. Parce que c'est participatif, il joue à deux niveaux en fait. Il joue dans le fait qu'il nous aide à archiver ces données, à les traiter, à les synthétiser, à les restituer, parce qu'eux, ils sont partout et tout le temps, ce que nous, on ne peut pas faire, hein, professionnels, scientifiques comme vous, ou bien les gens du ministère de l'écologie, chargés de mettre ça en musique. Et puis surtout, il y a un deuxième aspect, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse réfléchir nos concitoyens au fait que la biodiversité, ce n'est pas qu'un catalogue, encore une fois, et qu'il faut aller plus loin dans la protection de ces milieux. Et si je prends une réserve comme la Massane, on n'a pas coupé un arbre depuis 120 ans, oui d'accord, n'empêche qu'elle souffre en ce moment de la canicule 2003, elle souffre des sécheresses répétées depuis 2006 et des 15 000 camions qui tous les jours passent au cul d'Hypertus et amènent de l'ozone sur la forêt. Donc c'est pour vous dire qu'on peut perdre un objet ultra protégé si on ne s'intéresse pas aux causes globales aussi qui attaquent bien sûr cette planète aujourd'hui, liées à l'influence bien sûr de l'humain. Donc c'est tout ça qu'on met bout à bout pour vous expliquer qu'on peut faire des expéditions n'importe où, même au fond de son jardin si on veut. Hein. On parle actuellement d'une nouvelle crise d'extinction des espèces, mais quelque part, est-ce que les expéditions naturalistes n'y ont pas contribué? Je pense notamment avec l'exemple du dodo lors des colonisations. Alors, c'est une vraie question qu'on se pose depuis le début, vous imaginez bien. Et ça me rappelle une anecdote. Les bagueurs d'oiseaux, qui ont été les premiers, mais super passionnés à s'intéresser aux oiseaux en France il y a une cinquantaine d'années, on a commencé 70 ans à baguer les oiseaux, jusqu'au jour où quelqu'un a démontré un jour que baguer un oiseau, c'est pas neutre. Dramatique en particulier pour les manchots empereurs au Terra Delhi. On montrait que le fait de baguer un oiseau contribuait très gravement en fait à sa survie. Et là c'est un drame, vous imaginez quand vous avez une passion pour un groupe et que vous vous rendez compte que votre activité contribue à le fragiliser, c'est quand même dramatique, mais c'est un cas extrême le manchot. Et c'est la même question ici à ce niveau-là. Ça veut dire que chaque fois, il faut vraiment être écologiquement responsable. Je me rappelle d'une expédition au Maroc il y a une trentaine d'années où les gens avaient ramené des dizaines de milliers de micro-mammifères. Les mêmes. Il y avait quoi? 20 espèces. Ça n'a aucune justification aujourd'hui, ceci. Pour les mettre dans des bocaux, les mettre dans des musées, ça n'a pas de sens. Ça, c'est complètement répréhensible. Donc, il faut chaque fois savoir que ce qu'on fait là est très intéressant et amène à une responsabilité locale. Alors, de l'autre côté, je vous dirais que c'est fréquent qu'on fasse une expédition dans un endroit, on ramène effectivement des individus, et puis 3 mois après, l'endroit n'existe plus. Puisque la forêt a été entièrement rasée, ou le fond marin entièrement détruit par des chalutages, ou pollué par exemple. Donc c'est un compromis à trouver, c'est une vraie conscience qu'il faut avoir. Hein. Moi je ne suis pas pour ramener des centaines de milliers d'espèces, ou d'individus surtout. Hein. Une petite série dans un musée, ok.
Mais il y a vraiment une vraie responsabilité à avoir à ce niveau-là. Il faut faire attention, ça ne se fait pas de façon neutre sur l'environnement. D'un autre côté, je ne connais pas d'expédition naturaliste qui a été la cause de l'extinction en fait, d'espèces. Le dodo, en fait, pour vous montrer qu'il n'a même pas été collecté, c'est qu'aucun musée du monde n'a un dodo complet dans ses collections. On a découvert ce pauvre animal qui ne volait pas. En plus, c'était vraiment, ça avait un goût affreux à manger. Donc, on ne mangeait pas. Il a été mangé par les chiens, tué à coups de bâton. Le dernier meurt 100 ans après sa découverte. On a un squelette à Paris, mais on n'a aucun dodo entier, nulle part au monde. On en a refait récemment avec des fragments de plumes d'oiseaux actuels. C'est une chimère qu'on a reconstruite. Il y a un cas célèbre aussi dans le Tarn, je me rappelle, où les naturalistes allaient beaucoup chercher un insecte, un carabe, parce qu'il y avait un hybride entre deux espèces. Jusqu'au jour où on a fait le barrage des Camas, qui a entièrement recouvert la région où ils vivaient, il y avait toujours des carabes. Donc, mais par contre, je ne prends pas ça à la légère. Il faut être extrêmement vigilant sur le fait qu'il ne faut surtout pas trop prélever, bien sûr. Mais quand on va en expédition naturaliste, on ne va pas prélever toutes les plantes d'un endroit, ou tous les insectes, ou tous les arthropodes, ou tous les micro-organismes. Donc, avec cette idée-là en tête et ce compromis-là en tête, peut-être qu'on peut en faire un petit peu. La question, c'est de revenir de temps en temps, et là sans redétruire, pour voir comment on retrouve les espèces qu'on avait déjà trouvées, ou comment on peut en trouver des nouvelles. Un certain temps s'étant écoulé. Pour terminer, nous souhaiterions savoir quel message clé vous voulez faire passer au public qui est avec nous ce soir concernant les actions que l'on peut mener pour maintenir et protéger notre biodiversité. Alors en premier lieu, j'ai commencé depuis tout à l'heure, les persuader qu'on ne peut pas vivre sans. Plus cette biodiversité est importante, dans l'état actuel, il n'y a jamais autant d'espèces sur la Terre qu'aujourd'hui. On a des chances fabuleuses. On vit avec les plus grands êtres vivants jamais inventés par le vivant, les grandes baleines bleues dans l'océan. On les a massacrées. Il reste 4% des baleines qu'on avait il y a 2 siècles. On n'a aucune raison de justification de les tuer. Il n'y a aucun produit particulier qu'on ne trouve que dans la baleine et pas ailleurs. Ça veut dire que c'est prendre conscience de cet environnement qu'on a autour de nous et ces espèces vivantes qui nous accompagnent. On ne peut pas s'en passer. Imaginer le contraire est totalement stupide et nous mène à une situation absolument sans avenir. C'est la première chose. Donc tous collectivement faire des efforts pour la garder. Ne pas mettre des pesticides, insecticides au fond de son jardin. Garder un peu de biodiversité en ville, bien entendu, la laisser revenir, la faire revenir. Mettre des zones protégées, bien sûr, en activité, sans forcément faire des sanctuaires. Je pense qu'il faut laisser des zones que les humains vont voir parce qu'elles sont belles. Elles donnent du plaisir. Arrêtez d'imaginer la nature comme étant uniquement une source utile pour l'humain. Tous les 4, tous les 3 et moi, on adore faire des choses qui servent à rien. Mais réfléchissez un petit peu à ça. Et puis, on prend du plaisir. Moi, je monte des cols en vélo, ça ne sert absolument à rien. Et puis, je suis ravi de monter des cols en vélo. En me disant, je pourrais faire des ping-pong quelquefois, quand il me reste encore 5 km de col pour aller jusqu'en haut. Il y a plein de choses comme ça. Qu'on arrête de dire parce que c'est laid, c'est moche, c'est sans intérêt a priori, on jette. Ça n'a pas de sens. Le rat taupe-nu, qui est un animal absolument en physionomie vraiment horrible à voir, est quand même un rongeur qui vit 50 ans et qui rendra des grands services à l'humanité parce qu'on va peut-être y comprendre des mécanismes de non-phénomène de cancer. J'aurais un tas d'exemples comme ça. Donc c'est se dire que l'humain en a besoin, on doit faire avec. Et ce que je prône toujours, c'est beaucoup moins d'arrogance aujourd'hui. On est beaucoup trop arrogant en voulant tout réinventer. C'est mon chapitre bio-inspiration et biomimétisme où la nature a déjà résolu les problèmes qu'on se pose aujourd'hui, allons la scruter. Vinci disait Vinci, observe la nature, c'est là qu'est ton futur. Et c'est vrai ça aussi. Donc il faut la garder cette nature autour de nous. Donc beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de partage pour cette nature dans laquelle on est bien sûr. Et puis aussi essayer de trouver une harmonie entre les relations, le mode de vie de l'humain, cette nature qui nous entoure. Ça c'est très très important à pouvoir conserver. Et c'est là que on a 2 ennemis, l'arrogance et la cupidité. Chaque fois que l'humain veut gagner beaucoup d'argent, en très peu de temps, en travaillant le moins possible, eh bien on appauvrit tout le système. Et je pense à certains systèmes aujourd'hui, par exemple, d'interrelations financières, où en fait des gens gagnent énormément d'argent en vendant à des gens qui n'en ont pas des choses qui n'existent pas. Ça, la nature ne fait jamais ça. Elle optimise, elle ne maximise pas, elle fait toujours un coût d'énergie minimal. Regardons-la, aimons-la, scrutons-la, intégrons-nous totalement dedans, et vous verrez, on vivra beaucoup mieux en consommant moins.